Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue. Alors bienvenue à ceux qui sont ici en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Vous êtes nombreux et c'est tout à fait important que vous le soyez. Et puis bien sûr, bienvenue à tous ceux qui sont en ligne. Alors aujourd'hui, on va présenter Agnès Levallois, que vous connaissez peut-être, qui est vice-présidente de l'IREMO, va nous parler du livre qu'elle a fait et qui est un livre donc sur Gaza, le livre noir de Gaza. Vous avez tous vu cette affaire et si vous êtes là, c'est parce que vous voulez en savoir plus. Alors, que vous dire en présentation d'un tel bouquin je crois que c'est un bouquin important, pas parce que c'est Agnès qui l'a fait seulement, mais parce que je crois que c'est un livre qui à la fois informe et puis aussi qui témoigne. Et je trouve que c'est très important. Et je crains que nous soyons dans une sorte de bascule des relations internationales au-delà du Moyen-Orient, où des questions qui étaient fondamentales, et en particulier les questions de rapport aux valeurs, les questions liées au droit international, les questions liées au droit international humanitaire, c'est très important, que tout ça est en train de disparaître, d'être dissous. Et que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est en quelque sorte emblématique de ce risque de voir tout ceci basculer. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est au-delà du tragique. Nous sommes pas simplement dans la violation du droit international humanitaire, on va encore au-delà, bien au-delà. Si on fait un calcul très rapide, on est à plus de 100 ou 120 personnes tuées chaque jour depuis le début, et sans doute davantage. Et ce qui me met en colère, si je puis dire, c'est que Agnès et moi, on a l'occasion de rencontrer des diplomates, et certains diplomates, il n'y a pas très longtemps encore, nous disent, quand on leur pose la question, et tu vois à qui je fais allusion, c'est bien, oui. Comment voyez-vous la stratégie de Netanyahou? Et on nous répond à des niveaux assez, en principe, comment dit-on dans ces cas-là, élevés. Élevé, oui. Il faut savoir ce que veut dire élevé. C'est une vraie question. On nous répond non, on ne voit pas quelle stratégie. Là, c'est juste, c'est un pragmatique. Or, c'est pas vrai, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est qu'on va transformer Gaza en espèce de zone d'insécurité absolue qui va être scandée par différents territoires et on va encore réduire la superficie de cet espace qu'il est déjà pour en faire vraiment une sorte de, on a évoqué ça tous les deux avec Agnès, une sorte de réserve indienne où tout sera possible, et, sauf évidemment pouvoir y vivre. Et dans ce bouquin, il y a une carte que j'ai ici, et cette carte, elle devrait être connue de tous, elle devrait être d'abord connue par nos diplomates. Ça serait pas mal, il faudra leur envoyer avec une dédicace qui montre, vous le verrez quand vous aurez acheté le livre tout à l'heure, vous verrez que c'est vraiment une réduction de l'espace, et en particulier le projet de faire de tout le nord de Gaza, en fait, une zone complètement érasée, dévastée. Voilà. Et donc, je crois que c'est important de parler de ça et d'en avoir conscience et de faire savoir, quoi. Et je crains qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas le voir, quoi. Alors, c'est un bouquin qui est construit avec beaucoup de rapports d'ONG, des Nations Unies, et ces rapports, ils sont passés, et malheureusement, ils passent trop vite. Et quelquefois, ils passent sans qu'on les voit, quoi. Et l'intérêt aussi de ce livre, c'est qu'il les rappelle, ils sont classés d'une manière thématique. Et je termine sur un mot, parce que sinon, tu vas encore penser que je parle trop vite, trop longtemps. Il y a un mot que je trouve très important dans tout ce bouquin, il y a beaucoup de mots dans ce livre, hein, mais il y en a un qui me paraît très important, c'est le mot table rase. On veut faire de Gaza table rase. Et ça résume tout. Et c'est certainement ce que Agnès va nous détailler. Je te passe la parole. Merci Jean-Paul. Merci à vous tous et toutes d'être ici. Je suis émue de présenter ce livre, ce livre noir de Gaza, parce que ça a été un travail qui, d'une certaine manière, s'est imposé, dans le sens où... Alors, je précise tout de suite que c'est cet éditeur, les Éditions du Seuil, qui m'ont proposé de faire ce livre noir. Et c'est important de le dire, de voir qu'il y a des éditeurs engagés et qui considèrent qu'il est important de faire ce type de travail. Et la première idée qu'on a eue quand on en a parlé en janvier dernier,
c'était de se dire qu'il fallait absolument documenter ce qui se passait à Gaza, que c'était absolument indispensable de savoir ce qui se passe réellement dans ce territoire qui, comme vous le savez, est sous blocus. Donc les observateurs internationaux ne peuvent pas rentrer, les journalistes ne peuvent pas rentrer. Et donc il y a une volonté d'Israël de maîtriser absolument toute la communication de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Alors heureusement, on arrive quand même à avoir des informations. Et tout d'abord, j'en profite pour vraiment saluer le travail des journalistes palestiniens qui habitent Gaza, qui étaient à Gaza avant le 7 octobre. Et c'est grâce à eux qu'on a quand même énormément d'informations. Vous avez peut-être vu, il y a quelques jours, il y a eu Rami Abou-Jamous, qui est un journaliste qui est à Gaza, qui a eu les prix Bayeux, 3 prix à Bayeux, qui est vraiment ce prix tellement important. Et que Rami, pour ceux que ça intéresse, a une chronique qu'il tient dans Orient 21, ce site en ligne que vous connaissez sûrement, vous ici. Et donc 2-3 fois par semaine, Rami raconte sa vie au quotidien dans la bande de Gaza. Et donc ça, ce sont des témoignages extrêmement précieux, puisque l'idée donc de ce livre, ça a été de documenter ce qui se passe depuis le 7 octobre. Alors je précise tout de suite, dans ce livre, et je vais expliquer pourquoi, on ne documente pas les massacres du 7 octobre qui se sont déroulés en Israël, causés par le Hamas, parce qu'il y a déjà eu tout un tas de rapports et d'enquêtes qui ont été faites. Et surtout, Israël est un territoire accessible, tout comme je ne documente pas ce qui se passe en Cisjordanie, parce que la Cisjordanie est encore un territoire accessible. Difficile, mais les journalistes peuvent aller en Cisjordanie. Donc l'idée de ce livre, ce n'est pas donc pour minimiser ce qui s'est passé le 7 octobre, et ce n'est pas pour minimiser ce qui se passe en Cisjordanie, mais l'objectif, c'était vraiment de travailler sur la bande de Gaza, qui est un trou noir, même si j'apporte un bémol, évidemment, parce qu'il y a ces journalistes palestiniens qui font un gros travail, et puis toutes ces ONG qui rentrent et qui arrivent à rentrer et sortir et à donner des informations. Mais l'idée, c'était vraiment d'aligner des faits, et donc d'être le plus factuel possible, pour ne pas prêter le flanc à toutes les critiques que l'on peut imaginer dès qu'on raconte ce qui se passe dans cette bande de Gaza, alors ce qui n'empêchera pas les critiques. Mais globalement, quand vous relatez des faits, des situations qui sont avérées, eh bien, toutes les critiques se taisent d'elles-mêmes parce qu'elles ne reposent pas sur grand-chose. Donc, on a vraiment voulu partir de ces faits en s'appuyant sur des rapports qui ont été rédigés par toutes les agences de l'ONU, et vous savez qu'il y a tout un tas d'agences, et il y a en particulier l'agence qui s'appelle OCHA, qui fait un travail incroyable, et quand vous allez sur le site, eh bien, vous avez tous les jours une actualisation du nombre de morts, de disparus, des hôpitaux détruits, enfin les chiffres sont absolument accablants, le nombre de camions humanitaires qui rentrent ou qui ne rentrent pas, parce qu'aujourd'hui, ils rentrent pratiquement plus. Et donc, vous avez des données factuelles qui sont évidemment extrêmement importantes et qui permettent de documenter ce qui se passe. Mais on a trouvé qu'il ne fallait pas se limiter au travail de ces agences, même si le travail est précieux. On s'est appuyé aussi sur quelques journalistes et qui font là aussi un gros travail. Et je pense en particulier à un site israélien qui s'appelle 972, qui fait un travail vraiment prodigieux avec des journalistes israéliens et palestiniens et qui arrive à documenter, d'ailleurs c'est un site qui met en rage l'armée israélienne, et vous verrez, pour ceux que ça intéresse, dans le chapitre sur l'utilisation des armes, on reprend toute une enquête qui a été faite par 972 sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans cette guerre. Et les ravages sont absolument terrifiants quand on lit cette enquête au long cours qui est faite par ce site. Enquête qui s'appuie sur des témoignages de soldats, de militaires israéliens qui se rendent compte de l'impasse dans laquelle, finalement, cette stratégie israélienne mène non seulement l'État d'Israël, mais aussi l'armée israélienne. On a aussi, j'ai sélectionné aussi quelques articles de presse qui me paraissaient particulièrement intéressants. Alors, il y a évidemment un article, je n'ai pas pu m'en empêcher, si je puis dire, de Gideon Levy, qui est, vous savez, ce journaliste d'Haaretz, qui inlassablement dénonce la stratégie israélienne et qui a fait un très beau papier. Parce que vous savez, ce qui m'a aussi frappé en faisant ce travail, c'est à quel point... alors, Jean-Paul disait que le mot qui l'a frappé, c'est table rase, et moi, un autre mot qui est au cœur et a suivi tout ce travail, c'est la déshumanisation. À quel point on a déshumanisé les Palestiniens maintenant depuis des années, bien avant le 7 octobre.
mais avec un phénomène qui s'est évidemment renforcé de façon tragique. Et cette déshumanisation qui a commencé par une invisibilisation, on ne voyait plus les Palestiniens. On ne veut plus voir les Palestiniens. Pour ne plus les voir, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On construit un mur en Cisjordanie, comme ça on est sûr de ne plus les voir. Autour de Gaza, on construit cette barrière de sécurité. Rien que le terme est quand même lourd, hein. Et donc, cette idée d'invisibilisation qui conduit à une déshumanisation, parce que si l'autre, vous ne le voyez pas, ben comment pouvez-vous avoir la moindre empathie à son égard? C'est de toute façon, il n'existe pas, il n'est pas là, il disparaît. Et donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure avec cet article de Gideon Levy qu'on a traduit et qui est dans le livre, qui, lui, ben, du coup, raconte l'histoire de quelques Palestiniens. Parce que ce qui est frappant depuis le 7 octobre, c'est qu'évidemment, on a beaucoup parlé des Israéliens pris en otage par le Hamas, et c'est tout à fait légitime d'en parler, de raconter leur vie, d'avoir des témoignages de qui ils sont, toute leur famille qui témoignent. Et quand on parle des Palestiniens, ce sont des chiffres, c'est un nombre, et en aucun cas, ce sont des histoires de vie, de qui sont ces Palestiniens qui meurent tous les jours, sous les bombes israéliennes. Et donc l'idée aussi de ce livre, avec cette volonté de revenir aux faits, de documenter ce qui se passe, c'est aussi de donner vie aux Palestiniens et de ne pas simplement considérer que ce sont des chiffres, des nombres, sans que l'on sache qui sont ces Palestiniens. D'où l'intérêt, me semble-t-il, d'avoir traduit cet article de Gideon Levy qui raconte la vie de quelques Palestiniens. Et à la fin de chaque chapitre de ce livre, j'ai tenu à mettre le témoignage justement d'un journaliste palestinien pour montrer que les Palestiniens, ce sont aussi des êtres humains, ce ne sont pas simplement des nombres et des chiffres comme on les voit dans la presse. Et donc, l'idée aussi de ce livre, en revenant aux faits et en documentant ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est de redonner, si je puis dire, une existence à ces Palestiniens qui sont toute la journée bombardés, avec, vous l'avez peut-être vu ces derniers jours, une recrudescence de la violence dans la bande de Gaza, et je ne parle pas encore du Liban, parce qu'on parle du livre noir de Gaza, mais une recrudescence de la violence, en particulier dans le nord de la bande de Gaza, avec tout ce qui se passe à Jabalia, avec des écoles qui sont une fois encore bombardées, les hôpitaux qui sont encore une fois bombardés. Alors, je pense que vous avez toute une question qui va être de me dire, mais finalement, ce livre, il est déjà complètement dépassé en raison de l'ampleur de la catastrophe qui se déroule dans la bande de Gaza. Alors évidemment, en termes de chiffres ou en termes de rapports, il y a de nouveaux rapports qui sont sortis depuis, qui vont encore plus loin. Mais ce qui est important, je crois, dans ce témoignage et dans ces documents que nous avons rassemblés, c'est de montrer quelle est la stratégie mise en œuvre par Israël. Après, j'allais dire, c'est de pire en pire, mais la stratégie, la mécanique mise en place, elle est là. Et de toute façon, c'est ça qu'il est important de documenter. Alors après, on pourra en faire un autre dans un an, enfin j'espère pas, et en mettant les nouveaux rapports qui sont sortis. Mais ça n'enlève rien à l'intérêt, je crois, de montrer vraiment quel est le mécanisme qui a été mis en œuvre par Netanyahou, et qui est un mécanisme, et là je rejoins l'expression table rase utilisée par Jean-Paul tout à l'heure, où effectivement ce qui ressort de ce travail, parce que j'imagine que vous qui êtes ici, vous vous intéressez à ce qui se passe à Gaza depuis un an, vous suivez l'actualité. Mais moi, ce qui m'a frappé en faisant ce travail, donc je suis dans la même position que vous, je suis l'actualité tous les jours, c'est quand vous mettez bout à bout tous ces rapports, tous ces articles, toutes ces données, et que vous regardez ça à la suite. Et là, vous apercevez véritablement de l'ampleur, et là, vous prenez en pleine figure exactement ce qu'est cette stratégie. Et cette stratégie consiste, en fait, à faire disparaître la bande de Gaza. L'objectif, c'est pour ça que l'expression de table rase, effectivement, est la bonne expression, c'est que tout est fait pour que ce territoire ne soit plus jamais vivable. Et donc le terme de dire que la bande de Gaza est invivable, on est vraiment au sens le plus littéral du terme. On ne peut plus vivre aujourd'hui dans la bande de Gaza, parce que non seulement toutes les infrastructures ont été détruites, alors les hôpitaux en premier, moi le dernier chiffre que j'ai, mais il est déjà dépassé, c'était que sur 36 hôpitaux, 19 sont complètement hors service, et le reste sont partiellement, mais très très partiellement, encore en état de fonctionnement. Donc là, je parle que des hôpitaux. Toutes les écoles, évidemment, sont détruites.
Les conduits d'eau sont détruits, donc il n'y a plus d'eau potable possible. L'électricité, vous le savez, quand il y en a, c'est vraiment le bonheur et ça dure quelques minutes. La mémoire est détruite. La mémoire est détruite puisque tous les bâtiments historiques de la bande de Gaza ont été églises, mosquées, tout a été laminé, y compris les cimetières qui ont été retournés. Donc là aussi, on voit bien que l'objectif, c'est non seulement de rendre ce territoire invivable, mais d'enlever toute l'histoire, toute la mémoire des Palestiniens, des Gazaouis qui vivent sur son territoire. Et donc, l'objectif à la fin, et d'ailleurs c'est ce que disent les ministres d'extrême droite israéliens, vous avez vu qu'il y a eu un rassemblement hier à la frontière avec la bande de Gaza, et les ministres, les deux plus terribles, mais qui représentent quand même un sentiment qu'on ne peut pas limiter à ces deux ministres, Ben-Gvir et Smotrich, c'est de dire, mais nous, on veut aider les Palestiniens à partir parce qu'on veut recoloniser la bande de Gaza. Alors, l'idée de recoloniser, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'en plus, quand on voit l'état de la bande de Gaza qui est devenu absolument invivable, mais il est clair que l'objectif, c'est que la situation, enfin, les conditions seront-elles à la fin de cette guerre, que de toute façon, les Palestiniens ne pourront plus vivre, et donc le seul objectif, ce sera de partir. Maintenant, la question, c'est pour aller où ? Puisque, évidemment, ils ne pourront pas aller en Israël, l'Égypte n'en veut pas, pour des raisons qu'on peut comprendre et qu'on peut analyser. Et il reste quoi ? La mer. Et donc l'objectif, c'est de faire partir 2 millions de Palestiniens et de les faire partir où, quoi, comment. Et c'est cette question qui est posée. Alors évidemment, tout de suite, et là je fais la boucle avec ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, quand on voit que tout le nord de la bande de Gaza, c'est clairement, ça sera une zone qui sera contrôlée par Israël, où l'armée israélienne s'installera, qui sera ce qu'on appelle une zone tampon. Donc un territoire qui est déjà, comme vous le savez, un des territoires les plus peuplés au monde, un tout petit territoire qui est empiété aujourd'hui déjà d'à peu près 18 à 20% de son territoire. Donc les Palestiniens sont obligés de se rassembler dans certaines zones soi-disant sécurisées, mais même ces zones sécurisées, de toute façon, sont bombardées régulièrement. Et donc l'idée, comme tous les Palestiniens ne pourront pas partir, même si leur rêve, ce sera de partir tellement la vie sera invivable, eh bien, c'est de les mettre dans des réserves et de les laisser là, de faire en sorte que ils continueront à vivoter comme ils pourront, mais en sachant que le sol, par exemple, est absolument inexploitable, puisque toutes les bombes qui sont tombées sur Gaza font que l'agriculture ne peut plus, on ne peut plus même cultiver la terre, qui est un moyen de survivre dans ce contexte. Même ça n'est plus possible aujourd'hui. Et que les études de l'ONU qui sont faites plus récemment disent qu'il faudra au moins 12 à 15 ans avant de pouvoir non seulement enlever tous les gravats accumulés avec ces bombardements incessants, mais de pouvoir tout enlever pour qu'une vie puisse éventuellement reprendre. 12 à 15 ans. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente ? Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? Que font les Palestiniens qui seront là ? Comment pourront-ils vivre ? Et cette volonté de vraiment tout casser, de faire table rase, c'est vraiment dans l'idée que les Palestiniens partent d'eux-mêmes. Ça ne sera pas Israël qui poussera les Palestiniens à partir. Et quand je discute avec certains Palestiniens de Gaza, avec qui je suis encore en contact, dont Rami dont je vous parlais, tous disent, mais c'est vrai qu'à la fin de la guerre, on n'aura qu'un objectif, c'est de partir pour essayer d'offrir à nos enfants un minimum de vie, parce qu'on sait que les écoles ne vont pas pouvoir reprendre, que c'est toute une génération, au moins une génération, qui est complètement perdue. Comment ces enfants et ces adolescents et ces adultes vont pouvoir se construire ou se reconstruire après une violence pareille, une violence qui est incompréhensible d'un point de vue militaire. Et dans un des chapitres, qui est le chapitre sur l'utilisation des armes, il y a une préface de Guillaume Ancel que certains ont entendu ici à l'IREMO, et qui explique que dans le choix des armes utilisées par Israël pour bombarder des immeubles ou des endroits, les bombes ne correspondent pas du tout à l'objectif officiellement affiché par Israël, qui est de viser une personne, un combattant du Hamas ou je ne sais quoi. Quand on utilise une bombe qui fait 1000 tonnes, c'est l'objectif de absolument tout détruire et pas de viser un combattant en particulier qui a été repéré avec du renseignement. Et donc lui est très clair dans cette introduction qu'il fait à ce chapitre d'expliquer que
toute le narratif israélien qui consiste à dire que cette guerre vise à tuer tous les combattants du Hamas, d'abord, ça n'a absolument aucun sens et je pense que c'est même pas la peine d'élaborer là-dessus tellement c'est évident. Mais au-delà de ça, l'utilisation, la puissance des bombes utilisées par Israël sont vraiment là pour détruire tout ce qu'il est possible de détruire. Et alors là, quand on parle, vous savez, de la fameuse proportionnalité, Israël justifie l'utilisation de certaines bombes parce que de toute façon, il faut tuer un combattant et que si 50 civils meurent au passage, c'est dans les règles de la guerre et que la question de la proportionnalité, dans le cas d'Israël, est respectée. Évidemment que tout ça ne tient pas un instant lorsque l'on regarde de plus près le type d'armes utilisées, le volume de ces bombes qui sont utilisées par Israël, où là, tous les principes de proportionnalité ont complètement volé en éclats, avec l'idée de toute façon que plus il y aura de morts, et finalement, mieux ce sera du point de vue israélien, même si ce n'est pas dit de la sorte, évidemment, mais que le résultat, il est là. Et peut-être juste pour finir sur un point aussi que j'avais vraiment à cœur de démonter dans ce livre, et c'est toute la polémique sur les chiffres, qui, moi, me choque à un point. Tu parlais il n'y a plus d'humanité aujourd'hui, mais quand on parle de ce conflit, il n'y a plus aucune humanité, quel que soit le sujet que l'on prenne, qui a un rapport avec ce conflit. Quand sur certains plateaux, on me dit le chiffre, vous savez, officiel du ministère de la Santé du Hamas, qui est de dire qu'il y a 42 000 morts, on approche les 43 000 morts. Et donc, beaucoup se disent, mais non, mais qu'est-ce que c'est ce chiffre? C'est le chiffre du Hamas, donc c'est forcément un chiffre qui est tronqué, qui est bien au-delà de la réalité ou autre. Cette polémique, pour moi, est d'une indécence, mais d'une indécence à un point que je trouve absolument dramatique, puisque dans tous les conflits qui ont précédé le dernier à Gaza, tous les chiffres qui avaient été donnés au préalable par le ministère de la Santé du Hamas ont été confortés par les agences de l'ONU une fois qu'elles ont pu rentrer et qu'elles ont pu enquêter. Et en plus, ce qu'il est très important d'ajouter, c'est que ce chiffre de pratiquement 43 000 aujourd'hui correspond à des victimes qui ont toutes été identifiées. Ce qui veut donc dire que les milliers de disparus, comme ils sont disparus, ne sont pas identifiés, et beaucoup d'entre eux sont morts. Il y a toutes les personnes qui sont sous les décombres et qui n'ont pas encore été sorties des décombres parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire. Et donc, on peut raisonnablement considérer qu'on est plus près des 200 000 morts que des 43 000 morts annoncés, alors qu'Israël dit non, vraiment 20 000 morts, c'est sûrement évidemment le maximum. Quand on voit comment la bande de Gaza est rasée et détruite, évidemment qu'on ne peut pas remettre en question non seulement le chiffre officiel qui est donné, qui correspond à ce que je dis, une personne identifiée, mais de toutes les autres qui ne le sont pas encore et qui font que le bilan est évidemment bien au-delà de ce qu'il est annoncé, avec les précautions qui sont prises par le fameux ministère de la Santé du Hamas. Mais ça aussi, ça participe, cette bataille sur les chiffres, telle qu'elle est relayée, à ce que je disais tout à l'heure, à cette déshumanisation. Ce ne sont pas des êtres humains, donc on ne va pas se battre sur des chiffres. Je vais arrêter la présentation et peut-être qu'il faudrait qu'on rebondisse sur d'autres sujets, mais je voulais vous dire, voilà, quel a été l'objectif de ce livre, documenter les faits pour que ce soit absolument imparable de revenir à ce qui se passe, en s'appuyant sur des sources qui sont des sources considérées, en tous les cas, comme fiables, avec aussi quelques articles qui sont plus des articles de presse et là qui sont plus des points de vue, mais qui s'appuient aussi sur des faits, mais en y ajoutant, et ça c'était un point qui pour moi était essentiel, de l'humain. Et vraiment je tiens à cet élément, tellement cette déshumanisation des Palestiniens, qui là encore n'est pas nouvelle, mais qui a été de façon terrible accentuée depuis le 7 octobre, et avec cette incapacité dans laquelle se trouvent aujourd'hui les Israéliens en tous les cas, de regarder ce qui se passe de l'autre côté du mur. Et on a tout un chapitre sur la presse où on montre bien quelle est cette stratégie d'Israël qui consiste, bon évidemment, en interdisant les observateurs internationaux, les journalistes internationaux, donc ça empêche évidemment toutes les enquêtes possibles et imaginables. Et ce qui est très frappant,
c'est qu'en Israël même, dans les télévisions officielles, on ne montre pas ce qui se passe à Gaza. Les seules images qui sont diffusées, ce sont les images de l'armée israélienne et donc de quelques journalistes qui sont, comme on dit, embedded, donc qui partent avec l'armée israélienne 2 heures dans la bande de Gaza. On leur montre ce qu'on veut leur montrer, ils reviennent et ce sont simplement ces images-là qui sont montrées. Alors vous me direz maintenant avec Internet, celui qui veut être informé a les moyens de regarder tout un tas d'autres chaînes de télévision ou de médias permettant de savoir ce qui se passe. Mais en fait, la majorité des Israéliens ne veut pas savoir ce qui se passe et se contente de ces images officielles parce que ça les rassure finalement face à ce qui se passe, parce que ce qui se passe est tellement inhumain que ça pourrait ébranler quand même des consciences. Et donc de ne pas vouloir regarder permet de se conforter dans l'idée selon laquelle cette guerre est juste, puisque c'est pour la sécurité d'Israël, et que donc il n'y a pas à remettre en question la stratégie. Parce que même si on dit beaucoup que Netanyahou est remis en question dans sa stratégie, la guerre à Gaza en tant que telle n'est absolument pas remise en question par la majorité des Israéliens. Et tout ce travail de documentation et d'information, c'était aussi dans ce sens-là, de montrer tout ce qui se passe et pour qu'on ne dise pas, on ne savait pas ce qui se passait de l'autre côté du mur. Tu pourrais peut-être dire un mot d'un des papiers, parce que chaque ensemble de documents rassemblés sous un même thème fait l'objet d'une présentation, d'une introduction par tel ou tel. Tu évoquais Guillaume Ancel sur les armes, et il y a une introduction qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est celle de Peter Harling. Tu peux dire quelques mots sur l'utilisation des mots, car tu l'as évoqué un peu, mais cette façon qu'on travestit une réalité complètement, on la transforme, on la dissimule, on l'occulte, simplement par l'usage des mots. Oui, parce qu'en fait, chaque chapitre est introduit donc par un texte. Alors j'en ai fait quelques-uns, mais j'ai demandé à des spécialistes de faire l'introduction de chapitres pour expliquer et pour donner un point de vue sur la nature du chapitre. Par exemple, sur la question humanitaire, c'est Leïla Bourguiba, que certains connaissent ici, qui est la responsable du service juridique à Médecins sans frontières, qui a fait l'introduction et qui interroge toute la question du droit humanitaire international, qui, comme vous le savez, est complètement bafoué dans ce conflit. Guillaume Ancel, donc, qui a fait l'introduction du chapitre sur les armes. Et sur la question de la destruction, j'ai demandé à Peter Harling, qui est un chercheur que certains d'entre vous doivent connaître, qui est déjà venu à l'IREMO, qui est basé à Beyrouth, et qui reprend finalement les termes qu'on utilise pour décrire la situation en parlant d'écocide. Alors, j'ai plus tous les termes en tête parce qu'il parle d'urbicide, évidemment, l'urbicide, génocide. Et donc, pour montrer comment, finalement, ce territoire, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, la question de la table rase, et donc ce que dit Peter dans l'introduction à ce chapitre, c'est vraiment comment tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait plus rien. Vraiment que cette terre soit complètement détruite, et avec l'utilisation, effectivement, de ces différents termes utilisés pour décrire cette situation. Et le résultat, quand vous lisez, c'est 4 pages, c'est pas très long, ces introductions, mais c'est absolument saisissant d'analyse finalement de ce qui se passe, de ce qui se joue, dans la façon qu'il a de faire défiler ces différents termes pour expliquer la situation. Vous avez placé un débat ouvert. Je suppose que vous avez des questions. Alors oui, on va juste préciser que la préface de cet ouvrage a été faite par Ronnie Broman. Et juste préciser qu'il a écrit cette préface sans avoir lu le livre. Il savait ce qu'était le livre, puisqu'on lui avait évidemment décrit la démarche, les rapports. Je lui avais vraiment fait part de l'objectif de ce travail, de ce qu'on voulait faire, des sources avec lesquelles on a travaillé. J'ai travaillé en sélectionnant ces rapports. Et du coup, en lui laissant libre cours pour faire une introduction sur ce que lui inspire, évidemment, ce conflit, la nature de ce conflit. Et il a fait, je trouve, un très, très beau texte, très percutant. Mais bon, pour ceux qui connaissent Ronnie Broman, vous ne serez pas très, très étonnés de cela. Mais qui donne, je trouve, en plus, qui rajoute un poids à cet ouvrage dans la façon qu'il a de présenter ce document. Et puis juste une petite précision, c'est que j'ai aussi fait une chronologie au jour le jour à la fin de l'ouvrage
qui permet comme ça de se souvenir, parce que vous savez, en fait, les jours passent, les mois passent, qu'est-ce qu'on oublie? Parce que, ben voilà, et ce qui se passe est tellement monstrueux qu'on a tendance à oublier. Et du coup, l'idée d'avoir cette chronologie, ben, ça permet aussi d'avoir des points de repère et de pouvoir, pour ceux après qui ont envie de se souvenir qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, eh bien, un peu comme un document de travail et qui peut être utile, je crois, pour ceux qui voilà, veulent, qui s'intéressent à ce qui se passe. Voilà. Attendez, on va attendre le micro. Oui, on ouvre le débat. Pour ce livre, parce qu'il a été essentiel, et donc pour tout le travail qui a été fait. Et aussi, grande question que peut-être beaucoup de gens se posent aujourd'hui, on regardait pendant toute une année ce qui se passait avec Biden, est-ce qu'il allait jouer son va-tout ou non, ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'il y a un espoir, une issue avec la date du 5 novembre? Alors moi, je vais faire une réponse très, très rapide. Je ne crois absolument pas que le résultat des élections va changer quoi que ce soit. Je pense que si Trump gagne, Christophe. Ben, ça sera... Oui, dis-moi. Tu m'as demandé qu'on se... Ah, ça c'est quelqu'un en ligne qui a oublié de couper son micro. Oui. Ça arrive de temps en temps. Il ne sait pas qu'il est en direct. Voilà, exactement. Trump arrive, bon, ben, ça sera... voilà, on connaît les positions de Trump. Mais si Kamala Harris gagne, ce que je crois de moins en moins, mais ça c'est une autre question, je pense que sur le fond, ça ne changera absolument rien. Quand on voit comment cette administration Biden n'a absolument à aucun moment utilisé la seule arme dont elle dispose, mais qui est quand même une arme, sans faire de mauvais jeu de mots, qui est vraiment évidente, c'est l'arrêt des livraisons d'armement. Et quand on voit que même quand Biden était fou furieux contre Netanyahou, parce qu'il est régulièrement furieux contre Netanyahou, mais ça n'empêche pas de signer des contrats et de continuer à signer les contrats. Donc, de tout faire reposer sur un changement enfin, sur les élections américaines, quelle que soit l'issue, me semble être une impasse totale. Et surtout, ce qui est peut-être d'encore plus dramatique, c'est que Netanyahou profite complètement de ce moment, puisqu'il a les mains libres jusqu'à la fin de l'année, parce que même le temps que les élections se tiennent, que les résultats soient proclamés, parce que là, si c'est Kamala Harris, ça va être une espèce de panique totale. Si c'est Trump, bon, mais Biden sera encore là jusqu'à la fin de l'année. Donc Netanyahou joue la montre, bien évidemment. Il ne veut faire aucun cadeau à l'administration Biden. On voit bien, Blinken est arrivé à nouveau à Tel Aviv. Enfin, on a envie de parler d'initiatives diplomatiques. Enfin, si ce n'était pas aussi tragique, on éclatait de rire, parce que c'est tellement risible. Mais la situation est tellement dramatique qu'on ne peut même pas se permettre de rire face à ça. Mais il y a un côté pitoyable de voir la première puissance, mais ridiculisée, humiliée par un Netanyahou, et qui jubile, parce que finalement, il fait exactement ce qu'il veut. Tu as sûrement quelque chose à ajouter, toi, là-dessus? Oui. Aussi. Bah oui. Non, je pense que si c'est... C'est-à-dire que c'est embêtant, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, alors c'est gênant. Non, c'est-à-dire que, par rapport à votre question, moi, je crois que si c'est Trump, ce qui est encore un peu contenu dans cette possible bascule vers une totale irrationalité qui viendrait arracher tout ce qui relève des valeurs fondamentales sur lesquelles, malgré tout, on essaie de tenir, notamment la Charte des Nations Unies, je pense que s'il y avait Trump, cette bascule pourrait s'opérer, avec en plus des connexions avec Poutine, par exemple. Et donc, ce qui est encore un peu tenable aujourd'hui, mais vraiment limite, qui relève du droit international, qui est violé, mais il y a encore quelques personnages qui osent dire que c'est une violation. Je crains qu'avec l'irrationalité d'un Trump, on bascule vers autre chose. Autrement dit, en dépassant le Moyen-Orient, je crains que ça aille très loin. Donc, malgré tout, même si évidemment ça ne changera pas grand-chose si Kamala Harris est élue, par rapport à l'administration démocrate dont on a vu les limites et l'incapacité qu'elle a à prétendre, c'est pas nouveau le coup des lignes rouges, Obama nous avait fait le coup en aussi, Syrie, oui. en Syrie, je vous rappelle, et ça a eu des conséquences inouïes. Et bien là, c'est pour ça que je pense que c'est Trump, c'est la question du rapport au système international lui-même qui me paraît en question. Voilà, oui, non, mais je suis sur le fond, c'est mon bémol. Je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, le dernier chapitre du livre, on l'a intitulé Rendre des comptes, et c'est un chapitre sur le droit international, dont l'introduction a été faite par Yohann Soufi, qui est déjà venu ici.
Et voilà, en se disant, la seule arme qui nous reste en ce moment, effectivement, entre les mains, c'est la question de ce droit international. Alors, on attend tous le verdict de la Cour pénale internationale, hein, qui n'est toujours pas tombé. Oui, exactement. La CPI, c'est la chambre, ça fonctionne de la façon suivante. Le procureur demande au juge, en l'occurrence à la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, de lancer ses mandats d'arrêt. Donc la demande est partie au mois de mai du procureur, et en principe, il faut quelques semaines pour que la chambre préliminaire décide. Quand il s'agit de lancer un mandat d'arrêt contre Poutine, ça s'est fait très vite. Mais quand il s'agit de lancer un mandat d'arrêt, alors il y avait aussi Chinois, mais maintenant l'affaire est bouclée, si j'ose dire, contre Netanyahou, on voit les lenteurs et les énormes pressions sur la CPI. Et donc, mais comme chacun le sait, si jamais la chambre préliminaire ne suivait pas la demande de Karim Khan, le procureur, c'est la CPI tout entière qui s'effondre, parce que c'est un enjeu majeur pour la CPI que d'assumer un tel rôle face à une démocratie occidentale. Vous avez remarqué mes guillemets, mais non, mais c'est très fondamental ça. Et donc c'est un enjeu pour le conflit, c'est un enjeu plus global. Absolument. Pour justement le statut de la Cour pénale internationale, qui est quand même aujourd'hui dans une grande fragilité pour plein de raisons internes, et le fait qu'elle a plus de suspects à se mettre sous la dent en plus pour plein de raisons. Il y a encore 1 ou 2 procès en cours, mais il n'y a plus personne. Donc c'est une vraie question pour la CPI aujourd'hui. Et moi, ce que je crains, c'est que aussi avec le fait que les 3 responsables du Hamas qui étaient visés aussi par un mandat d'arrêt ont tous été tués. Et donc, du coup, ça met encore plus en avant simplement les responsables israéliens. Et donc, je pense que les pressions sur les juges de la CPI sont renforcées par ce côté et qui permet à Israël de dire, vous voyez bien, l'ONU, et comme Netanyahou utilise l'expression, est un marécage antisémite. Vous voyez bien, c'est nous qui sommes visés, alors que ceux qui sont responsables des attentats du 7 octobre, c'est le Hamas. Et en fait, il n'y en aura aucun qui sera, qui subira ce mandat, mais pour cause, parce qu'ils auraient été éliminés. Donc, vous voyez, mais le truc pervers dans lequel, finalement, on se retrouve, quoi. Ma seule interrogation, c'est que la Cour pénale internationale, la chambre préliminaire, donc, peut lancer un mandat d'arrêt publiquement, mais elle peut le faire aussi de manière secrète. C'est-à-dire, elle a pu enclencher la procédure sans le dire, de façon à ce que les suspects ne soient pas au courant et que lorsqu'il arrive à tel ou tel endroit, ils puissent être arrêtés. Ça s'est fait précédemment. C'est une tradition qui a été lancée par les tribunaux internationaux avant la CPI. Et il est possible que ce soit ça. Mais je me raccroche à cette idée parce que je voudrais vraiment que ce mandat d'arrêt soit lancé. Mais j'en sais rien, par définition, parce que si c'est secret, je ne suis pas au courant. Bah mince alors. Existe-t-il à votre connaissance un plan dans certains pays du Golfe, qu'on n'entend pas d'ailleurs beaucoup dans ce dossier, à part peut-être le Qatar, mais existe-t-il un plan dans certains pays du Golfe pour reconstruire à terme Gaza ? Alors l'objectif, évidemment, dès qu'on parle de reconstruction, et en particulier de la bande de Gaza, tous les regards se tournent vers les pays du Golfe, en sachant que, évidemment, quand la guerre sera terminée et qu'il faudra mobiliser des fonds, ce sont eux qui seront les premiers sollicités pour le faire, et qu'ils ne pourront pas se soustraire à cette pression internationale qui existera à ce moment-là. Mais tout va dépendre de qu'est-ce qu'on entend par reconstruire, quelle sera la situation même politique à l'issue, parce que ce qui est clair, c'est qu'il n'y a aucun plan aujourd'hui politique élaboré par les Israéliens, à part de dire qu'il ne faut pas que ce soit ni le Hamas ni l'autorité palestinienne qui gère la bande de Gaza. Vous savez, on va revenir que dans ce plan, ce qui est sidérant avec ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, c'est qu'on a l'impression qu'on reprend que des vieilles méthodes ou des vieilles recettes qui avaient été utilisées. Et on voit qu'Israël, maintenant, veut s'appuyer sur des boîtes privées avec des Palestiniens, des hommes d'affaires véreux qui vont gérer la bande de Gaza, comme à une époque, ils avaient voulu s'appuyer sur des Palestiniens dans les années 80. Les ligues de village. Voilà. Exactement le même mécanisme. Donc, l'idée, c'est que là, vous avez vu, l'aide humanitaire est complètement bloquée. Israël laisse passer quelques camions qui sont tenus par des officines privées, donc avec l'idée évidemment de faire du business avec cela, donc au détriment de l'aide humanitaire qui, elle, devrait rentrer. Et ça, ce sont les interlocuteurs des Israéliens. Et l'idée des Israéliens, c'est que ce soit eux, après, qui gèrent la bande de Gaza. Donc vous voyez un peu le truc dans lequel on est, qui est complètement délirant.
Donc, dans ces conditions, je ne vois pas qui va appuyer ça, enfin, et comment, même sous quelle forme cette reconstruction va voir le jour. Pour l'instant, les pays du Golfe, comme vous l'avez dit, ils sont très, très discrets, c'est le moins qu'on puisse dire. Eux, ce qu'ils remettent en avant, c'est le fameux plan arabe quand même de la Ligue arabe de 2002. Hein. Mais il y a eu un plan quand même des pays arabes qui a été rejeté par Israël, évidemment, parce que c'était un plan qui reconnaissait l'État d'Israël, donc qui pouvait permettre l'élaboration de quelque chose dont ne voulait surtout pas Israël. Et donc, pour l'instant, eux, ils attendent en espérant. Le MBS est traumatisé par ce qui se passe parce que ça l'empêche de mener ses grands projets économiques et que, voilà, donc lui, son principal point de préoccupation, c'est ça, c'est que pour l'instant, tous ces projets sont mis en veilleuse à cause de la tension. Au point d'ailleurs, vous avez peut-être vu hier que l'annonce d'opérations militaires conjointes entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui a été annoncée, qui est donc aussi une façon de dire, bon, il va falloir quand même qu'on réintègre l'Iran dans tout ça parce que de vouloir détruire l'Iran comme Israël en aimait le projet, ça n'a aucun sens et ça ne pourra rien permettre et ça ne pourra sûrement pas permettre un retour à une certaine stabilité régionale. Donc pour l'instant, moi j'allais dire, on est dans une espèce de flou parce qu'on n'arrive vraiment pas, et moi je crois que c'est la première fois que je suis à ce point, j'allais dire muette, enfin je n'arrive pas à imaginer la suite. Autant dans tous les conflits précédents, dans toutes les, enfin je sais pas, ça fait quoi, presque 40 ans que je travaille sur cette région, il y a toujours un moment où même dans les cas de tensions très fortes, de conflits, je voyais des choses se dessiner. Là, écoutez, je suis absolument incapable, tellement je trouve que la situation a atteint des proportions qui pour moi étaient inimaginables. Moi, je me souviens de ma réaction le 7 octobre. Je me suis dit, ça va être une catastrophe totale. Jamais j'aurais imaginé ce qui se passe aujourd'hui. Même si tout de suite, je me suis dit, ça va être une catastrophe absolue. Mais honnêtement, jamais, jamais, dans mes pires cauchemars, je n'avais pensé à arriver à la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la bande de Gaza, le Liban et avec l'Iran derrière. C'est quelque chose qui est... Donc à partir de là, imaginez reconstruction, pays du Golfe, je suis vraiment, très honnêtement, j'en sais rien. Tu as peut-être des idées, toi? Moi, juste une remarque, c'est que je pensais aussi que ça serait la catastrophe, on l'a même dit, enfin, et que ça allait être un effondrement d'abord pour les Palestiniens. On en a eu conscience immédiatement, enfin, c'était pour moi, pour nous, une évidence. Mais là, il y a un point qui est important, c'est la question de la limite. Et on dit parfois que les gens rationnels ont des limites, non pas des lignes rouges, mais l'idée qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas envisageables, pas pensables, pas concevables. Or, là, ça a complètement implosé. Et il faut avoir la conscience de dire qu'il n'y a pas de limite. Et cette formule, quand on dit il n'y a pas de limite, c'est très intéressant d'essayer de l'approfondir, parce que nous-mêmes, lorsqu'on parle d'une absence de limite, on pense limite. Donc il faut essayer d'arriver à imaginer quelque chose d'un point de vue conceptuel qui dépasse tout ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que tout ce qui est un enracinement dans nos valeurs est en train d'être déraciné justement, avec des conséquences qui peuvent être terribles, justement parce qu'il n'y a plus de limites. Et quand il n'y a plus de limites, ça veut dire plus de repères, ça veut dire que tout est possible. Et je crains qu'on soit dans cette situation, ou du moins qu'on soit potentiellement dans cette situation. On peut toujours se raccrocher à l'idée que malgré tout, il va y avoir des limites, mais si on pense sans limite, vous voyez, ce jeu c'est pas un jeu de mots, c'est vraiment une question très, très complexe, et je crains qu'on soit là-dedans, et par conséquent, l'idée d'avoir une dévastation qui dure et un chaos qui dure, ça n'est pas dans nos conceptions, parce qu'on trouve toujours des solutions, et je pense qu'effectivement, on est là-dedans, c'est-à-dire qu'on installe un chaos durable, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Une grande question. Ensuite... Comment comprendre l'absence de réaction utile et efficace de l'Union européenne et de ses États membres face au génocide en cours? Ça, c'est toujours la grande question, la question de la possibilité de l'Union européenne de faire quelque chose sur le conflit israélo-palestinien. Alors là, j'allais dire de tout temps, même s'il y a eu quand même quelques périodes où il y a eu quelques initiatives européennes, mais depuis quelques années, on voit bien qu'il n'y a absolument aucun consensus au sein de l'Union européenne vis-à-vis de cette question. Il y a trois camps, si je puis dire, au sein de l'Union européenne. Hein. Il y a ceux qui votent les résolutions en faveur de la Palestine, il y a ceux qui votent contre et il y a ceux qui s'abstiennent. Donc avec ça, comment mettre en place ou pouvoir élaborer une politique qui permette de prendre des mesures effectives pour montrer qu'il y a effectivement une stratégie, une politique menée par l'Union européenne.
Ce qui me frappe, moi, c'est que vous savez que l'Europe a négocié et a signé un certain nombre d'accords d'association avec tous les pays de la région, et que l'Europe a signé un accord d'association avec Israël, qui est un accord d'association qui est très intéressant pour Israël, d'un point de vue économique, mais aussi beaucoup de la question de la coopération scientifique, avec des programmes qui sont mis en œuvre. Et dans tous les accords d'association, il y a une clause sur le respect des droits de l'homme. Une clause qui est évidemment mobilisée dans un certain nombre de pays, quand ces pays ne respectent pas les droits de l'homme, et donc il y a des remises en question de ces accords d'association, puisque une des clauses n'est pas respectée. Ça a été le cas dans la négociation avec la Syrie, à l'époque où il y avait des négociations, avec la Tunisie, enfin tous les pays qui sont concernés par ces accords. Lorsque la situation des droits de l'homme posait problème, eh bien, il y avait une remise en question. Là, cet accord d'association avec Israël, on se dit que c'est insensé que depuis 1 an que la guerre dure dans la bande de Gaza, avec tout ce qu'on vient de décrire en termes de conséquences sur la population, le non-respect du droit international, du droit humanitaire international, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et j'en passe, eh bien cet accord d'association, il est là. Il n'a absolument pas, à ma connaissance en tous les cas, pas encore été remis en question par quiconque, et que ceux qui, au sein de l'Europe, ont essayé de mettre en avant ce point, eh bien, n'ont pas été suivis par les autres en raison de ces dissensions importantes. Et ça ne nous a pas échappé que lorsque le président Macron fait une déclaration selon laquelle il serait bien qu'on arrête de livrer de l'armement à Israël, le lendemain, le président allemand, lui, déclare que, eh bien, on continue, évidemment, son pays va continuer à fournir de l'armement à Israël. Donc j'ai trouvé que ces deux déclarations, évidemment, c'est pas un hasard si les deux déclarations, une répond à l'autre, hein, pour les deux, ce qu'on appelle les deux pays les plus importants ou qui tirent l'Union européenne, je ne sais pas comment il faut dire, eh bien d'avoir ces deux positions exprimées publiquement de la sorte, pour moi tout est résumé. J'ajouterais juste un point, c'est que quand on parle des rapports entre l'Union européenne et puis Israël, on fait comme s'il y avait deux entités distinctes. Et moi, je crois qu'il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe inclut Israël. Israël fait partie de l'Europe. C'est pas simplement en termes de football, mais ça, c'est un peu symbolique, c'est un peu marginal, mais c'est quand même assez révélateur. Mais surtout, Israël a été fondée par des Européens. Elle est née par des Européens. La Shoah, ce sont les Européens aussi. Donc les liens avec Israël sont si fondamentaux que, quels que soient les accords juridiques ou les accords d'association, en termes d'État, en réalité, dans l'essentiel qui est le terreau culturel, nous sommes dans le même terreau culturel. Comment peut-on ainsi condamner ce que nous sommes finalement? Car il y a un effet de miroir dans le fondamental. Alors il y a de temps en temps des ruptures, des coupures très brèves, mais c'est venu par des hommes politiques qui étaient des hommes d'État, et ça, c'est une catégorie quand même pas si fréquente. Un général de Gaulle, par exemple, était capable de se hisser au-dessus de tout ça et de dire des choses très fortes, mais sinon, non, on est dans l'interro culturel où on est tout le temps on parle le même langage. Quand vous allez à Tel Aviv, vous êtes en Europe. Enfin, je fais évidemment des raccourcis que chacun pourra remettre en question un peu, critiquer, mais c'est ça. Et c'est pareil pour les États-Unis. Ça fait partie, et c'est la grande question, comment arriver à critiquer, condamner ce qu'on devrait faire avec fermeté, alors même que c'est une partie de nous-mêmes, quelque part, une partie de nous-mêmes. Voilà, j'arrête mes considérations philosophiques. D'abord, merci pour votre engagement. Vous rejoignez la famille des Lumières, ça me fait chaud au cœur. Et je voulais poser la question sur un des éléments qui me paraît comme ça, à la mesure de mes petites informations que je réussis à avoir, un élément pour ce qui risque de se passer à l'avenir, c'est-à-dire le gisement de gaz dans la Méditerranée. Parce qu'il est au large de Gaza, au large du Liban, et je pense qu'il y a quand même un certain calcul de la part d'Israël sur ce gisement, et que ça fait partie aussi du scénario de mainmise sur la terre et les ressources. Alors, c'est vrai que dans tous les conflits au Moyen-Orient, il y a toujours cette dimension économique ou de ressources qui, à un moment, apparaît. Donc, c'est vrai que pour Israël, et d'ailleurs, je fais juste une insiste qui est intéressante. Je vous rappelle qu'il y a quelques années,
il y a eu des négociations en direct entre le Hezbollah et Israël pour la gestion justement de ces ressources en Méditerranée, et que ça a été la première fois qu'il y a eu véritablement des discussions, pas directes mais indirectes, et que le Hezbollah d'ailleurs n'en a pas trop parlé, n'en a pas trop fait la pub, parce que ça montrait que c'était d'un intérêt vital pour le Hezbollah et qu'il avait réussi à négocier avec Israël sur ce sujet-là. Donc ça veut dire qu'effectivement, avec ces questions-là, on peut trouver un intérêt. Donc Israël soit intéressé par exploiter l'intégralité de ses ressources alors qu'une partie revient normalement aux Palestiniens parce que c'est au large de la bande de Gaza, oui, ça peut participer. Mais la raison fondamentale de tout ce qui se passe est vraiment une question avant tout vraiment politique, et de cette volonté par ce gouvernement et par Netanyahou lui-même, alors qui s'appuie pour montrer qu'il est moins monstrueux que les autres, qui s'appuie sur ses ministres d'extrême droite, mais qui est de dire, de redire et de réaffirmer tous les jours qu'il n'y aura jamais d'État palestinien, que les Palestiniens, finalement, n'existent pas. Et vous savez, dans tout ce qu'on entend depuis un an, moi, ce que je suis frappée par une chose, c'est qu'à quel point tous les discours ont été complètement renversés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Israéliens, enfin, une partie des Israéliens de droite, d'extrême droite et les religieux, considèrent que ce sont les Palestiniens qui ont colonisé leurs terres et qu'il est normal qu'ils retrouvent leurs droits historiques sur leurs terres. Non, mais c'est quelque chose que certains disaient, mais là aujourd'hui c'est un discours qui est complètement assumé. Et ils vous disent clairement, mais de toute façon les Palestiniens, c'est eux qui nous ont colonisés, quand on rappelle qu'Israël est un État colonial. Et là on s'est dit, mais comment on est arrivé à renverser à ce point tout le discours, tout est complètement... tout est à l'envers, si je puis dire. Donc la question des ressources Méditerranée, gaz, oui, bien sûr, c'est un élément. Mais je pense qu'on est loin des fondamentaux qui sont vraiment cette question idéologique, vraiment tellement forte, et qui se retrouve maintenant complètement portée par cette coalition au gouvernement, quoi. C'est moi qui fais du moins ? Ça vient de l'Ancien Testament, ça vient de la Shoah, ça vient du colonialisme. D'où ça vient, cette complaisance à l'égard d'Israël et cette impunité intégrale? Dites-le. C'est un mélange de tout. Je pense que c'est vraiment toute une partie de l'histoire quand même. Et cette proximité dont parlait Jean-Paul, je pense qu'il est vraiment, vraiment importante. C'est-à-dire que le sentiment que c'est cet avant-poste de l'Occident dans le monde arabe. Et donc du coup, face en plus à la montée dans le monde arabe de l'islamisme, le 11 septembre, enfin tous ces trucs tellement anxiogènes qu'on se raccroche à cette espèce de pont avancé comme disent les Israéliens, de la civilisation dans cet océan de sauvages et de barbares. Ben, évidemment, j'utilise des termes très forts et prenez-les pour ce que je dis et pas au-delà, mais il y a ce sentiment aussi, et du coup, il y a une espèce de complicité évidente de se dire, mais au moins avec eux on peut parler. Alors que bon, quand on voit ce qui se passe, on se demande vraiment si on peut parler, j'en suis pas sûre. Mais du coup, il y a un sentiment de se dire, mais avec eux, on parle le même langage. Et ça, je crois que c'est quelque chose de... Quand vous regardez les images, quand vous voyez les plages de Tel Aviv et vous voyez la bande de Gaza, avec qui pouvez-vous vous identifier? Quand vous êtes un Français qui regarde la télévision, avec qui vous vous identifiez? Et la tolérance des pays arabes, tout ça vient. La quoi? La tolérance des pays arabes, ça vient. Bah, la tolérance des pays arabes, c'est toute la... Aujourd'hui, on est dans un nouveau monde avec les nouveaux responsables dans la région, mais je pense plus particulièrement des pays du Golfe, où la fascination, c'est quoi? C'est ce qui est considéré comme la réussite économique d'Israël. C'est toute cette technologie développée qui permet d'assurer la sécurité. Enfin, ça a été un mythe pendant longtemps qui a été un peu ébranlé depuis le 7 octobre et qui est remis en avant et avec des moyens considérables. Et donc, c'est l'idée de se dire qu'Israël a réussi quelque chose, qu'eux veulent réussir aussi cette espèce de développement économique, d'avoir la sécurité, et que Israël est capable de leur assurer cette sécurité qu'ils recherchent. Pourquoi les Émirats ont signé un accord de normalisation avec Israël? Parce que les Émirats ont considéré qu'Israël allait leur apporter ce dont ils avaient besoin en termes de sécurité. Parce que ce sont des pays qui sont éminemment fragiles, éminemment qui peuvent être mis en question pratiquement du jour au lendemain. Donc ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'acheter des assurances-vie, ils ont besoin d'acheter de la sécurité. Et pour eux, le meilleur modèle, ce sont les Américains d'un côté et Israël de l'autre.
parce qu'Israël a créé toute sa légitimité là-dessus aussi. Et donc ces pays-là, les pays du Golfe, qui sont aujourd'hui finalement les pays qui arrivent à donner le là de l'évolution de la région, puisque les puissances arabes traditionnelles sont complètement out. L'Égypte, elle est out, la Syrie, on n'en parle pas, l'Irak, on n'en parle pas, le Liban, il est failli. Qu'est-ce qui reste? Donc toutes ces puissances traditionnelles arabes qui jusque-là avaient un projet politique, ça a été le nasserisme, ça a été le nationalisme arabe, qui portaient un projet, ils sont complètement dans les limbes, ils sont dans le précipice, ils sont... Bon. Et quels sont les pays qui aujourd'hui ont des moyens et essayent de s'imposer sur la scène régionale? Ce sont les pays du Golfe, qui n'ont évidemment pas du tout cette histoire-là, mais qui sont fascinés par quoi? Par la réussite, par les buildings, par la sécurité, parce qu'ils ont un besoin vital de cette sécurité. Sinon, ils disparaissent. S'il y a 3 attentats à Abu Dhabi et 3 attentats à Riyad, c'est fini. Il n'y a plus un investisseur qui vient, il n'y a plus de diversification économique, et ils sont dans... Enfin, tous leurs projets s'écroulent. Donc, j'ai conscience que tout ça, c'est très court, tout ce que je vous dis, il y a plein de choses. Mais voilà, on est aussi dans une espèce de... Sur l'impunité, je voudrais juste dire une chose, c'est qu'on est comme à l'intersection de plusieurs choses. D'abord, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que Israël fait partie de nous, oui. C'est une partie de nous-mêmes. C'est vraiment important. Et on peut le prendre aussi bien du côté européen que du côté américain. Ensuite, un deuxième point de rencontre dans cette intersection, c'est nous avons été, aussi bien aux États-Unis qu'ici en France ou dans d'autres pays, traumatisés par des attentats islamistes. Et à partir de là, la notion d'islamisme, elle recouvre tout, elle nous submerge. On n'est pas capable de la penser, d'en appréhender la complexité. Tous les islamistes sont les mêmes, etc. Ils ont les mêmes idéologies, les mêmes modus operandi. Et on ne voit pas qu'il y a quelque part de choses de très, très fondamentalement différentes, qui est leur histoire et leur enracinement. Daesh et le Hamas, ça n'a rien à voir. Mais dire ça, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a cette submersion par l'islamisme. Puis il y a un troisième point dans cette intersection qui vient se surajouter, qui est notre mémoire coloniale. Oui. Et la puissance de notre mémoire coloniale, elle est considérable, elle ressort. Et qu'est-ce que c'est qu'une mémoire coloniale? C'est une perception racialisée. Je prends un mot un peu dur, mais et peut-être excessif, mais c'est ça. C'est-à-dire que notre rapport au monde arabe, à l'exception du Liban, qui n'est pas considéré tout à fait comme les Arabes, mais c'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'occupe du Liban aujourd'hui. C'est que là, il y a une exception par rapport à cette mémoire coloniale. Et si vous prenez l'histoire de notre insertion dans le Moyen-Orient, au moment des indépendances, des mandats libanais et syriens, tout de suite, ça s'est très mal passé avec les Syriens. La mémoire coloniale se prolongeait en Syrie, alors que pour le Liban, il y avait cette exception sans doute chrétienne, culturelle, pas simplement chrétienne, mais culturelle. Donc voilà, les 3 points d'intersection, enfin les 3 éléments qui viennent à l'intersection font que l'impunité disparaît. Elle disparaît parce que c'est nous-mêmes, parce que nous sommes submergés par l'islamisme, parce que nous avons la mémoire coloniale. Et tout est remis en question. Et du coup, ceux qui prétendent essayer d'expliquer des choses un peu différemment, comme Agnès par exemple, eh bien, c'est difficile. Mais il faut le faire, parce que je crois que ce qui se passe est très grave. Et qu'on en paiera quelque part les conséquences aussi. Oh là, oui. Merci beaucoup pour ce que vous venez de présenter. Ma question, elle est vraiment dans la continuité du dernier point que vous veniez de dire. Alors, j'ai pas encore lu le livre, mais quand je vous écoute, c'est assez impressionnant de voir, quand on parle des hôpitaux, quand on parle de cette déshumanisation progressive, quand on parle de ces infrastructures d'eau, d'électricité. Étant enseignante-chercheuse et travaillant beaucoup en gestion de crise, en travaillant beaucoup sur le Liban, je commence à faire aussi un grand parallèle entre ce qui est en train de se passer ce dernier mois et la situation à Gaza. Et ma question était justement en lien avec ce que vous précisiez à l'instant. Est-ce que cette escalade finalement du génocide en cours, j'aimais beaucoup votre phrase autour de ce livre a vocation à expliquer une forme de mécanique et de stratégie. Et est-ce que finalement cette exportation du génocide et cette situation qui court au Liban aujourd'hui, elle peut peut-être ralentir ou en tout cas inverser cette mécanique du fait des relations particulières qu'a la France avec le Liban, etc. Quelle est votre vision là-dessus par rapport à ce parallèle qui peut être fait et pour vraiment travailler sur les mêmes thématiques mais avec le Liban, surtout depuis l'explosion du port, je vois qu'il y a quand même beaucoup de mécaniques similaires et vraiment de réalités, notamment pour la population civile, qui sont
vraiment similaires sur le terrain, notamment quand on parle avec les ONG? Moi, ce que je peux simplement dire, c'est que je suis frappée de voir à quel point la stratégie mise en œuvre par Israël au Liban est la même que celle qui est mise en œuvre à Gaza. Donc, il y a cette même volonté de raser tous les villages du Sud, et qui avait commencé à être rasé avant la dernière guerre, vraiment lancée depuis 3 semaines maintenant, un mois, j'ai un peu un problème avec la temporalité, où déjà tous les villages étaient vidés, puisqu'il y avait déjà 80 000 au moins Libanais qui avaient dû quitter leur village avant les dernières offensives encore plus meurtrières. Donc de faire cette fameuse zone tampon jusqu'au Litani pour que l'armée libanaise prenne le contrôle, mais avec les Israéliens. Et là, on a l'impression qu'on revient aussi dans des années passées où il y avait la fameuse armée du Liban Sud qui était financée par Israël. Enfin, j'ai l'impression qu'on est dans un truc en ce moment, mais complètement délirant, de ces vieilles méthodes qu'Israël, je faisais allusion tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est encore un peu dans la même dynamique au Liban, avec cette idée, donc on reprend les mêmes termes que Israël a utilisé à l'égard du Hamas, à l'égard du Hezbollah. On éradique le Hezbollah, ce qui veut évidemment rien dire. Si, ils ont affaibli, ils détruisent, ils ont tué tous les responsables, comme ils ont tué tous les responsables du Hamas. Mais on voit bien qu'au bout du compte, l'objectif maintenant d'Israël dans tout ça, c'est l'Iran. C'est le Hezbollah, d'accord, mais ils ont tué déjà suffisamment de monde. Maintenant, c'est vraiment l'Iran et comment pousser l'Iran à rentrer en guerre pour avoir tout le soutien international à ce moment-là. Parce que autant il y a des réserves sur le Liban, on voit la mobilisation franco-américaine pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu, bon, avec les résultats que l'on voit quand même qui sont absolument nuls. Mais il y a quand même, il y a eu un peu d'agitation en tous les cas de la part de tout au moins des Français. Il y a la conférence demain matin, conférence humanitaire. Mais l'objectif quand même de tout ça, finalement, des Israéliens, c'est d'attirer l'Iran, parce qu'à ce moment-là, il y aurait un soutien, alors là, inconditionnel de la communauté, alors quand je dis la communauté des Occidentaux, derrière Israël contre l'Iran. Et on est toujours dans ce même truc de Israël qui a une obsession, c'est l'Iran maintenant depuis des années et des années, et là qui a le prétexte en or pour essayer de faire en sorte de pousser l'Iran à la faute, en l'incitant à intervenir une fois que la dernière offensive attendue d'Israël contre l'Iran aura lieu. Donc on est vraiment dans ce même mécanisme, et comme si Netanyahou aujourd'hui, alors je vais peut-être dire quelque chose qui va vous effrayer, mais à la faveur du 7 octobre, peut réaliser un projet qui a été de vraiment en finir une bonne fois pour toutes avec la question palestinienne. Je reprends les expressions, je ne sais plus si c'est Ben-Gvir ou Smotrich, il faut finir le travail de 48. Et là, c'est vrai que face à l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre, face à l'horreur de ce qui s'est passé, eh bien, tout est possible. Et donc là, il y a là, pourquoi s'arrêter? Donc, on le fait vis-à-vis de la bande de Gaza. Pendant ce temps-là, en plus, on ne parle pas de la Cisjordanie, qui est quand même une situation absolument catastrophique. Il y a le Liban, où la situation, là, depuis 3 semaines en particulier, un mois, est quand même une horreur absolue, avec le dernier hôpital, Hariri, à Beyrouth, avec je ne sais plus combien d'enfants meurent. Enfin, voilà. Donc, on est dans une stratégie où même les efforts, donc, ou la particularité de la relation qu'on a avec le Liban, on voit bien que c'est relativement quand même limité comme impact. Ce que je crains, c'est que les transferts l'outil majeur de cette stratégie, finalement, c'est bien sûr les bombardements, mais c'est ensuite les transferts forcés de population. Transferts forcés de population, il faut voir cette carte dans le livre, qui est sans doute le projet qui veut se mettre en œuvre à Gaza, qui va réduire l'espace gazaoui à une zone très limitée, mais il se passe la même chose au Liban dans des conditions terribles. Et là, la France essaie de bouger un peu, mais cette conférence qui a lieu demain, elle est intéressante, mais en réalité elle est dérisoire. On pourra en parler un peu en détail si vous voulez. Puis mais ce qui me paraît important, le troisième point, c'est que le transfert forcé de population, moi si j'étais palestinien ou jordanien, je m'inquiéterais que ça n'arrive en Cisjordanie, car c'est l'enjeu majeur de tout cela. Bien entendu, c'est d'avoir ce rapport à l'Iran conflictuel que tu évoquais, mais derrière ça,
il y a cette idée fondamentale de s'installer définitivement et d'accentuer, densifier la colonisation et en finir de ce point de vue-là. Et donc, si on peut avoir des transferts de population, il y a eu déjà des zones de sécurité. Quand on dit zone de sécurité, il faut traduire zone d'insécurité absolue. Hein. Et ça, c'est à Naplouse que ça commence à se faire de manière, semble-t-il, assez limitée. Mais ça pourrait s'élargir. Et s'il était jordanien, je me dirais, les choses sont graves, parce que où irait-il sinon, donc il y a aussi cette dimension-là. Pourquoi s'arrêter? Puisque pour tout ce que tu as dit, au fond, il a carte blanche pendant encore un long moment, pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Et ça, c'est très préoccupant. Ce que j'essaye de demander, c'est... En fait, on peut voir deux visions, se dire, malheureusement, cette escalade au Liban, elle peut se traduire finalement par l'expansion de cette idéologie génocidaire, ou on peut se dire aussi, justement parce qu'on touche un pays qui a des liens extrêmement forts avec la France, qui est historiquement aussi rattaché avec une communauté potentielle aussi beaucoup chrétienne au sein de cette population, mais pas que ça, le lien qui unit finalement un petit peu la France et le Liban, est-ce que finalement ça peut à un moment venir dérouter cette stratégie où finalement le poids est tellement ancré dans cette identification avec Israël, et aussi je pense qu'il y a une part un petit peu de responsabilité européenne, ne serait-ce que depuis la Seconde Guerre mondiale, où à chaque fois qu'on ose parler dans la presse aussi souvent, quand on nous demande notamment d'écrire en tant que chercheur, souvent on a l'impression d'être aussi censuré parce que accusé potentiellement d'idéologie extrême, etc., du fait de défendre des choses qui nous semblent évidemment bien humaines. Non, mais je crois qu'il y a une grosse différence quand même s'il y a un parallèle dans la guerre qui est menée par Israël à Gaza et au Liban, il y a une énorme différence. C'est que dans le cas de Gaza et de la Cisjordanie, il y a une volonté de faire partir la population qui sont les Palestiniens, alors qu'au Liban, les Israéliens n'ont absolument pas cet objectif. L'objectif des Israéliens au Liban, c'est de faire disparaître le Hezbollah, c'est pas de faire disparaître la population libanaise. Donc on est dans un rapport qui n'a, de ce point de vue-là, absolument rien à voir. Et quand Netanyahou dit il serait temps que vous, les Libanais, vous débarrassiez du Hezbollah, c'est pas pour que les Israéliens s'installent au Liban. Alors là, pour le coup, il n'y a aucun projet de colonisation du Liban par les Israéliens. Donc on est dans un cas de figure qui, de ce point de vue-là, n'a absolument rien à voir. La stratégie de Netanyahou, c'est d'éliminer tout ce qu'il considère être ses ennemis dans la région. Donc ses ennemis, c'est le Hamas, c'est le Hezbollah, c'est l'Iran et les proxys iraniens. C'est tout ce qui représente, tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec l'Iran. C'est ça l'objectif. Le malheur du Liban, si je puis dire, c'est d'avoir le Hezbollah à sa frontière et que du coup, il y a cette stratégie israélienne à l'égard du Liban. Donc, quand je fais un rapprochement entre les deux, il faut vraiment le comprendre à travers cette stratégie qui consiste à éliminer tous les ennemis. Et donc, ce sont les méchants, ce sont les barbus, ce sont les islamistes, qu'ils soient sunnites, chiites. C'est vraiment ça qui est en... Et donc, il n'y a en aucun cas un projet politique ou idéologique, comme c'est le cas à Gaza et en Cisjordanie, où là, il y a une volonté. Les Palestiniens, on les veut plus, ils n'existent plus, ils n'ont jamais existé, ils ont pris nos terres, il est temps qu'on revienne mettre chez nous tout seul. Le Liban, c'est pas ça. C'est vous, les Libanais, débrouillez-vous et mettez le Hezbollah à la porte et après vous serez heureux et on vivra très bien. Il y aura éventuellement une espèce de mandat israélien où on aura de très bonnes relations. Mais je dis ça avec... ouais. Mais vous voyez, je pense que de ce point de vue-là, on est dans deux cas de figure qui sont très... Mais demain après-midi, on a toute une séance sur le Liban. Donc, c'est pour ceux que ça intéresse, on essaiera aussi d'approfondir la situation libanaise demain après-midi. Avec peut-être non pas un bémol, mais quand on parle des populations libanaises, on globalise. En réalité, le Hezbollah est évidemment ancré dans la communauté chiite. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a tout de même des attaques directes sur la population, qui est finalement la population chiite, les villages qui sont systématiquement détruits en ce moment, et ça va continuer. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, par exemple, c'est l'assassinat du maire de Nabatieh. Il était, alors, la plupart des 70 000 habitants de Nabatieh avaient quitté la ville, et il était avec une équipe, avec son équipe municipale, plus quelques secouristes, pour essayer de gérer les réfugiés qui étaient là. Et on a ciblé cette mairie et ce maire.
c'est pas anodin, ça. C'est-à-dire que là, on veut se débarrasser aussi d'une certaine type de population, en pensant sans doute qu'on va revenir à la marginalisation historique des chiites et que finalement, l'Occident s'intéresse aux autres, mais pas aux chiites. Donc quelque chose de plus ambivalent et plus ambigu, plus vicieux, pour prendre un terme, plus pervers si on veut être plus élégant. Et moi, ça m'inquiète beaucoup. Et il y a aussi l'énoncé d'un fleuve qui m'a beaucoup étonné. On parle toujours, et ça depuis 1920, du Litani. Là, on parle de l'Awali. L'Awali est au nord de Saïda, à 35 km de Beyrouth. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être de différent de ce qui s'est passé par la suite et que les communautés chiites sont peut-être victimes aussi de tout ça et elles sont prises en étau de partout, quoi. Donc il y a quelque chose de complexe que je ne sais pas encore définir, mais moi je crains que ces transferts forcés de population ne soient pas un aller-retour. Je crains que ça soit un aller sans retour. Pour les chiites en tout cas. Donc il y a quelque chose qui peut se tramer, tout va dépendre ensuite de la suite et puis du temps qu'il aura pour faire cette stratégie, mais on ne détruit pas des villages, on n'assassine pas des maires d'une ville, c'est pareil à Sour, c'est la même chose à Sour, à Tyr. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau malgré tout, à mon avis, je me trompe peut-être, mais qui me fait penser qu'il y a une analogie relative, parce qu'il y a d'abord une différence fondamentale, mais ensuite, il y a une analogie relative dans ces transferts forcés de population. Et j'utilise le terme transfert forcé de population parce que ce sont les termes de l'article 49 de la Convention, de la 4e Convention de Genève, c'est-à-dire quelque chose qui est parfaitement illégal au regard du droit international humanitaire. C'est lui le patron, c'est pas moi. J'avais une question. Merci d'abord pour ce livre et pour vos exposés. Une question sur quelque chose que vous avez dit à propos du livre en disant que c'était important d'en revenir aux faits parce qu'il y avait des faits incontestables et imparables. Mais est-ce que c'est vraiment le cas concernant l'opération militaire sur Gaza? Moi, j'ai plutôt l'impression que notre débat public, y compris d'ailleurs la couverture médiatique, soit en quelque sorte phagocyté ou pris en otage par une forte rhétorique israélienne, qui est d'ailleurs parfois complètement appropriée par un certain nombre d'intervenants, y compris de médias, qui consiste à invoquer le droit d'Israël de se défendre, qui consiste à dire que le Hamas et maintenant le Hezbollah utilisent des boucliers humains, ce qui serait la justification absolue pour toute violation du droit international humanitaire, ou encore de dire que toute critique contre le gouvernement israélien serait assimilée à de l'antisémitisme et donc inaudible, inentendable. Donc moi, je me pose vraiment la question de savoir si on peut parler aujourd'hui de faits qui seraient incontestables et incontestés ou imparables quand on parle de la guerre à Gaza. Ben, ça a été justement tout l'objet de ce travail et de ce livre, c'est de revenir justement à des faits pour pouvoir les porter dans le débat public et pour contrer justement tout ce narratif qui est cette expression qu'on entend beaucoup israélien. Je me suis étendue sur la question des chiffres parce que moi c'était une des premières dans des interventions, on en a fait un certain nombre où cette question des chiffres revenait en boucle. Et donc pour casser cette volonté justement de minimiser le chiffre, qui était le discours israélien et porté par ceux qui portent le discours israélien dans les médias ici, de montrer que cet argument n'avait aucun sens et en expliquant pourquoi. Et donc grâce à ce travail avec toutes ces données qui sont rapportées par les ONG, par les agences de l'ONU, mais aussi par ces journalistes qui arrivent à enquêter, soit sur place, soit ceux qui ont des contacts avec les journalistes sur place, de revenir et de pouvoir justement avoir des arguments qui sont des arguments que moi je mets en avant, avec Jean-Paul, on essaye vraiment de porter ces arguments en mettant en avant quelles sont les sources qu'on utilise pour justifier et expliquer pourquoi ce sont des données qui nous semblent des données fiables, et en finissant toujours par dire une chose, c'est que de toute façon, si Israël conteste ce que l'on dit, qu'ils ouvrent les frontières et que là, on pourra les voir. Et donc, c'est aussi un argument qu'on peut utiliser, nous, pour aller à l'encontre de ce discours et en expliquant si Israël continue à fermer la bande de Gaza comme il le fait depuis un an, ce qui est un fait unique dans l'histoire des conflits quand même. Je rappelle toujours que même au pire moment du siège d'Alep, parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur la Syrie, donc je prends cet exemple-là, il y en a sûrement d'autres, mais que je ne connais pas. Dans le cas du siège d'Alep qui a été terrible, eh bien, les Syriens pouvaient, alors, sortir, c'était compliqué, au risque de leur vie, tout ça, c'est vrai. Mais il y avait une porte de sortie. Là, il n'y a aucune porte de sortie et aucune porte d'entrée. Donc, on est vraiment dans un truc très, très particulier. Et donc, ça, c'est aussi un argument que moi, je mets en avant dans mes interventions pour dire, mais
si c'est aussi si ce que dit Israël est vrai, ben, qu'est-ce qui l'empêche? L'histoire de l'UNRWA est quand même significative. Hein, toute la polémique sur l'UNRWA et comment Israël fait tout pour délégitimer l'UNRWA avec des arguments qui ne sont jamais justifiés. Et les preuves n'ont toujours pas été transmises à l'UNRWA sur ceux qui auraient été partie prenante des massacres du 7 octobre. Donc on est quand même dans un truc de fou de ce point de vue-là qui ne tient pas 2 secondes à l'analyse. C'est pour ça que moi, j'ai eu envie, enfin, grâce au Seuil, de faire ce travail, de s'appuyer sur des sources qui sont considérées comme des sources sérieuses, fiables. Alors après, il y a peut-être des petites choses à la marge qui seront remises en question après, peut-être. Hein, tout ça a été confirmé, travaillé, recoupé dans des conditions extrêmement difficiles. Mais quand même, toutes les sources et tout le travail qui est fait par ces agences et ces ONG, quand on voit, il y a plusieurs rapports de Médecins sans frontières dans le livre, avec les équipes sur place et avec le staff qui arrive à rentrer quelques jours et à repartir, qui permet de confirmer et d'affiner, tous ces éléments, moi c'est vrai que je considère qu'ils sont vraiment fiables et ça permet, et c'est ça pour moi le plus important, eh bien, de contrer les arguments qui sont bien souvent en face, sont des arguments, alors là pour le coup, qui reposent sur pas grand-chose de concret. Ça ne repose pas sur des faits. En face, on a un projet de l'idéologie qui est mis en avant. Et nous, ce qu'on essaye de mettre vraiment en face, ce sont des faits, c'est du factuel pour contrer justement ce discours. Et honnêtement, je trouve que ça ne fonctionne pas si mal. Enfin, dans des débats, moi, je m'aperçois que quand en face, vous arrivez à dire « il y a ça, ça repose sur ça bah, », ça coupe aussi parfois des polémiques parce qu'il y a une espèce de truc là qui s'impose. Et donc, je pense que c'est important. Ouais. C'est Jenny. Oui, le micro. Merci beaucoup à vous deux, en fait. J'aime beaucoup le dialogue entre vous deux. Ce livre, vraiment, c'est un cadeau indispensable. Ma question porte sur le déni après une année devant tout le monde. Le déni de la part des médias français surtout, mais moi, je ne vais pas parler des Américains parce que c'est 1000 fois pire, mais je parle de la France où je vis depuis longtemps. La question que j'ai, tout d'un coup, ou même après beaucoup de mois, on commence à avouer peut-être ça peut être, peut-être pas comme on a dit, etc. Mais le déni, c'est comme si les étries sont ouvertes. Est-ce que vous croyez que les informations qu'avaient eues les Français de tout ce qui se passe avant le 7 octobre étaient suffisantes? Ou comment expliquer le déni? Je comprends ce que vous avez dit à propos du Bataclan et tout ça, c'est tout à fait vrai pour nous aussi avec le 11 septembre, etc. Mais il y a quelque chose qui vraiment est foudroyant comme une tempête terrible de la part des gens qui autrement sont raisonnables, sont libéraux. Il y a un déni et c'est comme si ils ne savaient pas ce qui précédait ça. Moi, j'étais en Palestine avec Iremou et je me disais en 22, et je croyais tout savoir à propos de la Palestine avant, j'ai dit, il va y avoir quelque chose de horrible. Merci. Oui, bien sûr, mais vous savez, c'est tout ce qui s'est passé le 7 octobre, ça a été toutes les années qui ont précédé le 7 octobre, il y avait un désintérêt, enfin, on ne travaillait plus. On a toujours cette anecdote avec Jean-Paul qu'on raconte à chaque fois, mais qui est tellement significative. Quelques mois avant le 7 octobre, c'était quoi? Au printemps qui a précédé 2023, on était au Quai d'Orsay, parce qu'on a des rencontres avec parfois des diplomates pour échanger nos analyses, enfin bon. Et donc, ce diplomate bien placé dans le système nous dit, alors, sur quoi travaillez-vous à l'IREMO? Donc, on explique ce qu'on fait. Et puis, on ajoute, on travaille sur la question palestinienne. Et là, le diplomate nous regarde en disant, mais vous êtes, c'est la phrase exacte, vous intéressez encore à cette question. Vous vous intéressez encore à cette question.
Ça, c'était au printemps 2023. Voilà. On l'a revu depuis voilà. Un tel, effectivement, il y en avait marre, quoi, cette question. On ne voulait plus entendre parler. Les fameux accords de normalisation, justement, entre Israël et certains pays arabes, et à l'issue desquels, d'ailleurs, il n'y avait pas eu de manifestation dans le monde arabe. Donc, on nous disait, mais tu vois bien, cette question palestinienne, elle n'intéresse plus personne, y compris les Arabes, aucune mobilisation. Donc, passons à autre chose, on en a marre. Et cette question s'est rappelée à nous, comme je le dis à chaque fois, de la pire façon qui soit. Voilà. Y a-t-il, selon vous, un seul chef d'État, un seul citoyen en Israël, dans le monde, qui croit, en toute bonne conscience, que cette guerre assurera la sécurité d'Israël pour les 20, 50, 100 ans à venir? Ah, je suis sûre que plein en sont convaincus, oui. Je suis sûre que plein en sont complètement convaincus, même si, évidemment, il n'y aura jamais de sécurité pour Israël dans un contexte pareil, sans un État palestinien, et sans même parler d'un État palestinien, sans une sécurité pour les Palestiniens. C'est une évidence, mais tellement absolue, que je ne vois même pas comment on est obligé encore de le dire. Et alors que quand on le dit, on vous regarde. Moi, parfois, quand je sors des débats, à la télé, on dit « mais elle est folle, celle-là, d'où elle sort ?» Mais alors que c'est une évidence absolue. Mais on est vraiment dans le rapport à cette question palestinienne et au conflit, enfin à la guerre depuis un an, est quand même quelque chose. Enfin, on en parle tout le temps avec Jean-Paul parce que d'abord, il y a un moment où on est complètement désespéré, pour être honnête, complètement désespéré, et face à autant de difficultés à dire des choses aussi évidentes, qui est ce massacre à ciel ouvert. On ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant, il y a quand même des images, il y a quand même des informations, et on est face à quelque chose qui est... Moi, ça me donne le vertige, et ça me donne de plus en plus le vertige. Mais d'où l'intérêt quand même de continuer. Parce qu'à un moment, on s'est dit, soit on arrête tout parce qu'on n'en peut plus et on arrête. Mais en fait, on ne peut pas arrêter. D'où ce travail aussi qui est ce qu'il est, limité, mais qui essaye de rassembler des... Le problème de l'évidence, c'est qu'elle n'a rien d'évident. Et je crois que c'est une illusion de penser qu'elle puisse l'être. Car il n'y a rien d'évident, puisqu'on est toujours dans des grilles d'analyse, dans des grilles d'interprétation. On peut s'enraciner sur des faits, mais on peut en trouver d'autres. Et en réalité, à chaque fois, il y a une certaine lecture. Et malheureusement, si nous considérons comme évident, parce qu'on s'insère dans un ensemble de schémas qui renvoient par exemple au droit international ou à des choses fondamentales sur les droits de l'homme, c'est pas ça qui compte finalement. Ce qui compte, c'est le discours dominant qui est perçu, qui est cru. C'est pour ça que j'insistais beaucoup tout à l'heure sur la question de l'irrationalité, si tant est que ce que nous disons ici est rationnel. Donc il y a quelque chose qui nous échappe, sinon ça serait trop simple. Et je crois que, par exemple, il y a une formulation que j'ai entendue depuis des décennies en Israël, surtout dans les milieux de droite, et ça tient en une phrase. Cette phrase, elle est lourde de sens et de portée, c'est de dire ce que la force n'a pas réussi à obtenir, c'est qu'il n'y avait pas assez de force. Et pour ceux qui pensent de cette façon, c'est une évidence. Et c'est pas notre évidence. Ouais, donc nous sommes dans un conflit d'évidence. Vous voyez, et après, c'est des rapports de force, de domination médiatique, par exemple. Regardons comment ça se passe. On connaît un peu les médias aujourd'hui. C'est très différent. C'est pas vrai qu'il fallait parler globalement, mais il y a beaucoup de médias. Il y a beaucoup de médias qui sont sur cette base d'évidence à partir de la grille de lecture qui considèrent ça finalement normal. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut se méfier de cette formule que nous utilisons tout le temps. Mais pourtant c'est évident. Ben non. Et ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui dans la campagne électorale, c'est très intéressant parce que justement le rapport à l'irrationalité et à la manipulation des faits, au fake comme ils disent, est extrêmement prégnant. Et c'est grave si aux États-Unis il y a un président qui va en produire et qui va la légitimer, la banaliser. Et du coup, nous, avec nos évidences, on va se retrouver évidemment en difficulté. Oui, je vous remercie pour toutes ces informations. J'imagine que le livre apporte, parce que c'est lui écrit, donc c'est un document qui va circuler, mais j'ai l'impression, à part le dernier volet de notre discussion, que le côté politique s'exclut. En fait, qu'est-ce qu'on veut montrer? Qu'il faut de l'humanitaire, parce que Blinken, à chaque fois, ce qu'il dit,
c'est les Européens aussi. Les otages, il faut libérer les otages, évidemment, c'est normal, il faut les libérer, mais en même temps, laisser le plus de camions rentrer. Donc, comme si le problème, c'est des otages et des camions pour que alors que de temps en temps, on dit la solution des deux États. Donc, est-ce que c'est quoi? C'est un mot qu'on sort parce que je vis à Tunis et je vous assure, c'est le contraire de ce qui se fait, c'est-à-dire enfin, les gens rationnels qui défendent ça, qui ont défendu Oslo, moi-même, etc. Donc, voilà, c'est les utopies avec ces gens-là. C'est une bataille de vie et de mort, ou bien c'est eux, ou bien c'est nous. Donc, il faut voir de ce qui se passe. Évidemment, vous avez dit que l'Égypte, les autres États, les dirigeants, etc., ne parlent pas, mais au niveau des gens, de la société, donc ça développe terriblement un éloignement, ou bien que c'est de même que du côté occidental, on ne parle que de l'humanitaire, de l'autre côté, donc il faut détruire, donc ils sont en train de détruire, donc c'est un peu l'irrationnel, donc ça développe de l'autre côté l'irrationnel, et je pense que derrière tout ça, des livres, ou bien tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait des issues politiques. Et si vous dites que même au Quai d'Orsay, donc les gens vous disent ça, donc c'est un peu inquiétant parce que voilà. Donc mais ça n'empêche que dans de pareilles rencontres à travers des livres, donc il faut encore faire surgir ce qui a été fait. Oslo n'est pas bon, ça fait 30 ans, c'est vrai, mais il faut bien qu'il y ait une solution politique. Mais bien sûr qu'il faut une solution. Vas-y. Non, c'était pour te donner la parole, au contraire, pour que tu conclues, puisqu'il est temps de le faire. Donc répondre et conclure. Non, mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, qu'il faut absolument aboutir après à une solution politique et qu'on ne peut pas rester simplement à décrire ce qui se passe avec l'humanitaire d'un côté. Moi, évidemment que je peux que partager à 100% ce que vous dites. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, nous, on essaye de réfléchir avec des petits groupes pour savoir comment on peut envisager l'avenir. Est-ce que cette idée de deux États est encore viable et encore envisageable simplement sur le terrain lorsqu'on le voit la situation? Est-ce qu'il faut essayer de réfléchir différemment? Ça, c'est un travail qui est en cours. Hein. Alors, il y a plein d'initiatives. Alors, vous apercevez qu'il y a plein de centres de recherche qui, évidemment, se sont mis à travailler là-dessus avec des groupes, avec des Israéliens, des Palestiniens, des Européens, des Américains. Enfin bon, ça fourmille de centres qui essayent de travailler là-dessus. Pour l'instant, pour être tout à fait honnête, on ne voit pas quelque chose de clair se dégager, parce que aussi tout va dépendre de la façon dont tout ça va se terminer, parce que en fait, c'est loin d'être terminé. La situation, non seulement à Gaza, en Cisjordanie, enfin bon, on est quand même dans un flou qui est absolument dramatique, et tous les jours encore plus dramatique. Et plus ça dure, plus ce sera difficile, hein, puisqu'on voit bien du coup toutes les conséquences de ces guerres. Mais en tous les cas, on est tous, je crois, conscients. Enfin, je le vois dans nos discussions, dans nos groupes de travail, qu'il faut dès maintenant réfléchir à quelque chose avec l'énorme difficulté, c'est que même on peut toujours s'amuser à réfléchir, hein, je veux dire, on peut faire des papiers, ça c'est pas compliqué, mais ça va aussi beaucoup dépendre de comment tout ça va se terminer. Voilà. Bien, merci. Et je remercie Agnès et vous tous. Attends, il y a une dernière. Et je vous rappelle, il y a une dernière question. Oui, juste vraiment une dernière. Merci beaucoup. Quand on parle de la Russie ou d'Achille, on parle beaucoup de propagande. On n'emploie pas le mot vis-à-vis d'Israël. Donc ma question, Agnès de Valois, qui vous êtes beaucoup dans les médias français, comment vous ressentez? Y a-t-il de la propagande de la part d'Israël? Y a-t-il des relais en France de cette propagande dans la presse? Et si oui, comment vous identifiez les risques lorsqu'on va à la télévision, qu'on s'exprime dans la presse, de dire la vérité tel que vous venez de l'établir au cours de cet exposé aujourd'hui? Quels sont les risques encourus dans votre analyse? Pour moi, il n'y a pas de risque. En général. Non, en général, il n'y a pas de risque. Comment dirais-je?
Oui, moi, dans les débats, je sais très bien quelle personne relaye plutôt les idées défendues par Israël. Enfin, on n'est pas si nombreux que ça à intervenir, donc on sait très bien qui est qui fait quoi, comment réagit telle ou telle personne. Moi, la seule chose que je constate, c'est qu'en sachant ce que nous estimons, en tous les cas, important à dire, en se basant sur des faits, eh bien, l'occasion est donnée de le faire et on ne perd pas une occasion de le faire. Avec simplement, moi j'ai des limites, il y a des médias dans lesquels je ne mets pas les pieds. Estimant que CNews, BFM, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Alors CNews, c'est une évidence. BFM, parce que les formats sont tels que me déplacer pour pour m'écouter 1 minute ou 1 minute 30, j'estime que non, ça m'intéresse pas. Et qu'il y a des endroits où on peut s'exprimer avec pas forcément des gens qui sont d'accord, mais peu importe, mais avec qui on peut déployer des arguments. Et donc, il y a une façon simplement de s'adapter à ça. Et maintenant, on a une certaine habitude qui permet aussi de savoir ce pourquoi on est invité, ce que nous, on considère, parce que moi, je considère devoir dire, en essayant le plus possible de ne pas être dans je sais pas comment dire, en m'appuyant sur des faits. Moi, mon truc, depuis 1 an, c'est les faits et le droit international. Et dès que vous mettez en avant dans vos interventions les faits et la référence au droit international, eh bien, ça permet de dire beaucoup de choses et de couper court aussi à beaucoup d'éléments qui sont soit du fantasme, soit des éléments de langage préparés pour arriver à un objectif que moi, je considère être un objectif qui ne correspond en rien de ce qui doit être. Et qu'est-ce que tu as peut-être autre chose là-dessus? Non, très bien. J'ai simplement à dire ce que je n'avais pas dit, que le livre est en vente.